Les temps sont mauvais. Il faut bien le dire, notre société est devenue mortifère. Elle porte et elle apporte la mort. La perversion règne jusque dans les lois. Et on est en droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps, et que véritablement le fils de perdition, l'Antéchrist, n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Cette phrase, mes bien chers frères, elle n'est pas de moi, elle est du pape Saint Pie X, il y a juste un siècle. Je ne sais pas si vous avez écouté Emmanuel Macron, c'était il y a une semaine, jour pour jour, lors d'un débat organisé avec des chercheurs à l'occasion des 80 ans du CNRS. Eh bien, il a affirmé sa volonté d'agir, d'investir dans la recherche. On l'écoute, le président de la République. Si nous ne portons pas au niveau français et européen cette recherche, on décide stratégiquement de dépendre de ceux qui la feront. Nous ne pouvons pas mésestimer le fait que nous sommes dans un monde qui se refracture et où il y a derrière des choix géopolitiques qui iront avec des choix de recherche. La 5G, comme l'intelligence artificielle chinoise ou américaine, n'est peut-être pas la même que l'intelligence artificielle ou la 5G européenne. De même pour les choix médicaux à un moment que nous aurons. Et donc, de même pour les choix médicaux à un moment que nous aurons. On l'a recyclé. D'ailleurs, moi, la première réunion que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'y avait qu'une chose à la bouche, et il faut essayer de tester le remdesivir. Très bien. Qui avait déjà commencé à être testé, puisque j'ai observé, puisque j'ai vu la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, qui se tutoyaient en se disant « Tiens, je t'ai le remdesivir ». Alors bien sûr, ça venait d'insuffisance rénale, mais ça on le savait. Donc devant moi, devant le président de la République. Donc je vois bien que c'était l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. Si quelqu'un veut m'accuser de témoignage, je lui souhaite bonne chance. À un moment donné, il a été question, aussi bien de la part de la présidente de la Commission européenne que des autorités françaises, le président de la République et le président du Conseil scientifique auprès de la présidence de la République sur l'affaire de la Covid-19, il a été question de maintenir le confinement pour une durée indéterminée. La présidente du Conseil européen disait jusqu'à la fin de l'année 2020, une officine, une agence privée travaillant un peu avec le gouvernement proposait jusqu'en mars 2021, ne pas déconfiner 18 millions de personnes fragiles. On est comme dans le temps de la chasse. Ah oui? Ben oui, on va porter des vêtements pour se camoufler. Oui, c'est vrai. Afin de pouvoir s'approcher de la proie, de pouvoir repérer. Qu'elle ne voit pas. Et puis la tuer. Là, c'est le but de la chasse. Oui. On veut revenir avec notre trophée. Et puis, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Il veut s'approcher de nous sans qu'on puisse s'apercevoir que c'est lui qui s'approche de nous, que c'est l'ennemi, que c'est celui qui nous en veut, que c'est celui qui veut nous abattre. Si on l'avait extrait des griffes de sa mère, serait-il devenu cet affreux tortionnaire? Alors dans votre livre, vous aussi, vous parlez du monde tel qu'il va, mais à travers un prisme plus intime, une lettre que vous a laissée votre père à sa mort, et qui se termine par ces mots « Sois raisonnable et humain ». Et c'est le titre du livre que vous publiez chez Nil Édition. Alors reprenons les choses de zéro. Votre maman s'appelle Camille Ferriot, votre père s'appelait Jean Kahn, professeur de philosophie, résistant sous le nom de Ferriot. Et vous aviez un troisième frère, Olivier.
décédé en 1999. Alors vous avez été élevé, vous, chez les jésuites, à Pont-le-Voix, hein? Oui, c'est vrai ça. Et vous, Jean-François, vous n'avez pas été élevé chez les jésuites? On ne savait même pas qu'il avait été élevé chez les jésuites, je découvre. Il connaît rien de moi, vous voyez. C'est temps que tu t'intéresses à ton frère. Il a été élevé chez les jésuites. Élevé, non, mais j'y suis resté 1 an à Pont-le-Voix, et c'est tout à fait vrai. Et en fait, vous avez compris l'origine juive de votre père, en fait, à l'âge de 15 ans, quand quelqu'un dans la cour de récréation vous a traité de sale juif. Avant, vous étiez catholique, enfant de cœur, je ne savais même pas que vous étiez... Ouais, moi je suis resté catholique après, c'est pas le problème. Mais le problème juif, effectivement, ne m'était jamais apparu. Moi, j'étais scout de France, catholique, notre mère avait été... et puis, dans ce collège de Pont-le-Voix, où il y avait des bons bourgeois, il y a un vicomte, Yann de Cargouët, qui un jour, on s'était querellé comme une querelle de gosse, quoi, il m'a traité de sale juif. Alors j'ai regardé un peu bizarre en disant, pourquoi il me traite de sale juif? D'abord, j'étais très propre sur moi, il n'y avait pas de raison que... Et puis bon, j'ai été tout de même un peu plus loin, et je me suis dit que ça avait peut-être quelque chose à voir avec le fait qu'on m'avait dit qu'en effet, Kahn était un non-juif, etc. Mais auparavant, dans la famille, ça n'a jamais été un problème qui s'est posé entre nous, c'est vrai. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, en fait, on a envie d'en parler avec vous, parce que vous avez vu les Gilets jaunes avant qu'ils ne portent ce nom, hein, dans vos marches, parce que vous étiez marcheur, vous êtes marcheur et vous l'étiez avant même. Et j'ai décrit ce territoire. Voilà, vous avez décrit, en fait, c'est ce que vous appelez, hein, vous, les territoires hommes et en femmes, sécession. Voilà, qui sont en sécession. Dans votre livre Chemin, vous écrivez, en parlant de sécessionnistes, ils se sont habitués à ce que génération après génération, les entreprises ferment, les jeunes quittent le pays, les magasins disparaissent, les médecins ne soient pas remplacés, les services publics soient supprimés. Pour ces habitants, le pire est certain. Ce pessimisme, écrivez-vous, profond, a un effet dissolvant sur tout ce qui fait société, l'engagement associatif, syndical, la participation à la vie publique et aux élections. Voilà, là on est vraiment, vous étiez, vous avez diagnostiqué avant l'heure. Ces territoires qui sont les territoires en sécession, Chemin est paru au mois d'octobre, vers le 10 octobre 2018. Avant le début. Voilà, un mois après, on aurait pu les appeler les territoires des Gilets jaunes. Parce que sociologiquement, c'est bien là que sont nés les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, beaucoup des caractéristiques des Gilets jaunes sont expliquées par cette origine sociologique. Premièrement, il y avait, vous ai-je dit, et l'avez-vous rappelé, une extraordinaire dissolution de tout ce qui fait société, parce que pour s'engager en commun, il faut espérer que cela va servir, que cela va être utile. Si vous êtes certain que le pire ne peut advenir, que le pire peut advenir, alors cela n'incite pas à se mobiliser. Donc, je crois que le professeur Raoult, que je connais depuis très bien depuis très longtemps, il a mal agi, pas tellement en proposant un traitement qui aurait pu marcher et qui était assez logique, parce qu'il n'a pas soumis son traitement aux essais qui auraient rapidement dit il marche ou il ne marche pas. Et à partir de là, tout est parti, et comme il est extrêmement têtu, il est toujours sûr d'avoir raison, alors il a laissé se constituer ces bulles complotistes, avec des connexions avec le mouvement social que nous avons connu des Gilets jaunes, énormément de mobilisation massive de l'extrême droite, quelque chose qui est indigne d'un grand universitaire comme mon collègue, mon ex-ami, le professeur Didier Raoult. Donc, chacun pour soi. Et c'est un peu la raison pour laquelle ce mouvement-là, un grand mouvement populaire, n'a pas pu faire émerger un leader, n'a pas pu présenter une plateforme unique. A contrario, quand ils se sont retrouvés sur les ronds-points, une chaleur, une solidarité. Et là, ils ont fait société. Absolument. Pour le coup, qu'ils ignoraient tellement. Ils ont été enthousiasmés. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Un troisième élément, c'est que j'ai expliqué que la certitude du pire les avait amenés à prêter une oreille attentive à une proposition politique qui était comme avenir de le remplacer par un rappel du passé, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le Rassemblement national sur les territoires qui votaient à 50%, des fois plus 50% par Marine Le Pen. Ça n'est pas tous les Gilets jaunes, mais c'est certainement le mouvement populaire qui, au départ en tout cas, a été le plus profondément ancré aussi dans l'extrême droite de tout ce que l'on a connu depuis la dernière guerre. Et donc, pour comprendre un peu ce qu'a été ce phénomène, il fallait lire Kahn. Et ben voilà, tout simplement. Il fallait lire Kahn qui avait publié ça un mois avant le début. C'est ça. Finalement, vous êtes un peu devin. On va maintenant parler de votre... Pas devin, non, observateur. Alors, les anti-vaccins, ils ont été particulièrement en première ligne autour du film Hold Up, dont vous avez certainement entendu parler. Ah, non seulement j'ai entendu parler, mais j'ai vu, oui. Donc, je répète pour ceux, rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont peut-être pas vu, mais donc c'est un film de 2h40 qui est très décrié, mais qui est aussi très partagé, et qui met en scène, en somme, une théorie d'un complot des puissants pour nous asservir dans le contexte du Covid-19. Comment vous réagissez ?
Là, on est totalement dans la sphère du complotisme et du n'importe quoi, vous savez, du genre de la vaccination, c'est ce que Google utilise ou Microsoft utilise pour mettre des puces électroniques et modifier notre cerveau et nous asservir. On a vu réellement cela, totalement. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, ce matin, j'ai pleuré dans mon papier. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui, depuis 40 ans, suis sur le pont, à essayer de donner envie d'aimer la vérité, aimer de comprendre. Et après 40 ans d'efforts extrêmement loyaux, extrêmement intenses, je vois que mon beau pays, la France que j'aime tant, est dans cette situation. Et je me dis, peut-être que toute ma vie était un échec. Peut-être que tout ce que j'ai fait n'a servi de rien. On en est là. Il faut absolument que ce vaccin soit accessible par tout le monde. Oui, c'est très important. Il faut absolument que le monde entier puisse bénéficier d'un vaccin le jour où il sera là, commercialisé. C'est très important parce qu'il y a naturellement d'énormes enjeux financiers et commerciaux. Reparlons de Pfizer. Pfizer... C'est un coup de bourse aussi. Pas uniquement, c'est une vraie nouvelle intéressante. Mais vous savez très bien, le PDG de Pfizer, immédiatement après la montée 30% d'augmentation des cours, a vendu un paquet d'actions et il a fait une plus-value boursière de 5,4 milliards de dollars. Donc c'est également une dimension financière. Bien. Là, on est totalement dans la sphère du complotisme et du n'importe quoi. C'est-à-dire le jour où on voit ces gens réunis comme ça sur cette place et le jour où ils abattent la statue de Saddam Hussein, en fait, vous dites que ça a été organisé par une société de relations publiques. Ils avaient tout prévu, ils ont emmené, avec les premiers chars de Marines, etc., ils ont emmené des cars dans lesquels il y avait des figurants. Alors ils ont emmené les figurants sur la place, ils ont dit maintenant, jouez-nous la scène de la ville libérée. Oui, chef, et comme ils étaient payés pour être figurants, ils ont joué la scène de la ville libérée, et c'est la fameuse scène où on voit les gens en liesse, des Irakiens en liesse, salons, etc. Il y avait déjà je ne dis pas d'ailleurs qu'il je ne dis pas qu'il n'y avait pas des Irakiens, d'ailleurs la majorité des Irakiens étaient sans doute contents que Saddam Hussein soit renversé. Oui, vous appelez ça la libération de marbre quand même. Voilà. Vous dites qu'en fait, ils sautent pas de joie quand ils vont arriver les Américains. Là, on est totalement dans la sphère du complotisme et du n'importe quoi. Moi, j'aimerais poser une question. Pourquoi on a été aussi mal informés pendant la guerre? Parce que jamais bien informé pendant une guerre. Le principe d'une guerre, d'abord, le principe d'une guerre, c'est de tuer l'ennemi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Or, est-ce que vous seriez prêt à tuer quelqu'un si on vous ne dit pas d'abord que c'est un monstre, que c'est un chien, que c'est un horrible? Si on vous dit la vérité, à savoir que c'est quelqu'un comme vous, qui a une femme, qui a des enfants, qui souffrent, qui a des angoisses, qui a la scarlatine, qui a etc., est-ce que vous allez le tuer? Donc la guerre n'est possible que par et à travers le mensonge. On ne peut pas ne pas mentir. Mensonge qui est induit par la démocratie, parce qu'il faut que le peuple soit d'accord quand on fait une opération militaire. Et il faut qu'il soit d'accord, il faut qu'on le manipule pour qu'il soit au-dessus de... Non, il faut que les sondages soient au-dessus de 50%. Donc on leur bourre le mou pour qu'ils soient au-dessus de 50% et après on y va. Il faut bourrer le mou aux gens pour qu'ils y aillent. Parce que tu ne vas pas à 30% des sondages. Donc la démocratie induit la manipulation. Parce qu'il faut que la majorité soit d'accord. Enfin la dictature aussi. Oui, mais ça on est d'accord déjà. Vous avez été brimé à l'école? J'ai pas été brimé, d'ailleurs j'ai pas été brimé. En fait, moi j'étais catholique, enfant de cœur, etc., etc. Mais c'est vrai quand j'étais dans mon école de jésuite, parce que je m'appelle Kahn, après je me suis engueulé avec un jeune, il m'a traité de sale juif, et je savais pas du tout pourquoi il me traitait de ça, parce que jamais personne ne m'avait parlé de ma judéité, en réalité. Donc j'ai rencontré ma judéité à cette occasion. Mais je reprends mon propos d'avant. Je ne croyais pas que ces valeurs qui avaient été vaincues dans cette guerre épouvantable, 39-45, réapparaîtrait de mon vivant. Je ne le croyais pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est totalement bouleversant, voyez-vous. Totalement bouleversant. Il est étonnant, ce temps où, pour, dit-on, sauver des vies, on impose à tous des lois liberticides qui détruisent petit à petit non seulement le lien social général, mais la famille. Alors, l'intelligence artificielle va révolutionner toute la société, vraiment toute la société. Et pas seulement la médecine, ça on le sait. Et notamment la médecine. Et pour la médecine, si on s'y prend bien, ça peut être une chance. Elle va prendre en compte progressivement tout l'aspect diagnostic, technique, proposition thérapeutique, etc., etc. C'est-à-dire que, alors qu'on fait aujourd'hui des reproches aux médecins de se désengager de la relation humaine, c'est vraiment une critique importante.
Et ils ont un alibi en disant la technique que l'on doit apprendre est tellement exigeante qu'on n'a pas le temps de se consacrer à vous, mesdames, messieurs, nos patientes, nos patients. Eh bien là, ils auront le temps. Donc il est possible que grâce à une utilisation optimale de l'intelligence artificielle, oui, on fasse des diagnostics de meilleur en meilleur. Oui, on soigne de mieux en mieux. Et en plus, on dégage le temps pour que le médecin se réengage dans toute la dimension relationnelle de la médecine. Ça, écoutez, Anna Cabana, c'est formidable. Ce serait un monde idéal, Axel Kahn. Leader, femmes et hommes. C'est une vie avant, pendant, après. Ça sera une vie d'engagement militant aux côtés des personnes malades. Et en tant que femmes et hommes qui auront connu cette période tout à fait extraordinaire, eh bien, nous pourrons dire et expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, vous savez les petits, j'y étais. Et leur expliquer également pourquoi la période a été exceptionnelle. Pourquoi jamais, dans le passé, alors que les épidémies ont été nombreuses, plus graves, je l'ai dit, on avait connu le monde entier s'arrêter, se confiner pour se défendre contre le virus. Cela est lié à ce que la réceptivité de l'homme du XXIe siècle à ces épidémies, au risque de la maladie et de la mort, se sont profondément modifiées par rapport à la réceptivité de toutes les générations précédentes. Quelle épreuve, quelle expérience et quelle leçon aussi. Avant de parler de votre actualité, quand même, un mot. Comment on fait pour leur rendre confiance? Est-ce qu'on peut encore leur rendre confiance? Moi, ce que j'avais dit, sécessionnistes. Voilà, ce que j'avais dit à François Hollande quand j'étais allé le voir après ma première diagonale, quand j'étais passé de la diagonale. Votre première marche. C'est là où effectivement, c'était pas ma première marche, j'ai marché toute ma vie, mais c'était la première marche, diagonale à travers la France, la pire au point de vue économique et sociologique. Je lui avais dit, écoutez, Monsieur le Président, si vous n'y prenez pas garde, des pans entiers de la population vont faire sécession. Et là, j'avais deux types de propositions. Une qui est plus facile à dire qu'à réaliser, qui est trouver un discours pour leur redonner envie de s'engager dans l'avenir. Ça, c'est absolument essentiel. Mais évidemment, il faut des moyens. Et la deuxième mesure que j'envisageais, c'était un véritable équivalent du plan Marshall pour les territoires oubliés de la République. Et je vais vous dire, la référence au plan Marshall a deux réalité et deux composantes. Premièrement, évidemment, c'est pour faire un effort très important dans des territoires qui vraiment ont été oubliés. Ils ne mouftaient pas, ces gens-là. Ils étaient chacun pour soi. Il a fallu qu'il y ait, on va dire, un peu une provocation de la part du président de la République, dans son style. Ce n'est pas lui du tout qui a créé les événements, mais sans doute il a allumé la mèche pour que ça explose. Avant, on ne les entendait pas, donc les politiques, ils ne s'en occupaient pas et donc ils crevaient vraiment dans leur coin. Et vous trouvez qu'il manque un peu de modestie, le professeur Raoult, actuellement, en fait, c'est ça? Croyez-vous que l'on puisse dire cela? Je me demande. Non, mais c'est ça il faut arrêter de s'affoler, il faut arrêter de crier qu'on va tous mourir parce que ça excite les gens, c'est de plus en plus dangereux, c'est de plus en plus difficile, les gens pètent les plombs, les gens qui sont fragiles nerveusement explosent, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas vivre dans la terreur, c'est pas bien, il faut revenir au calme, d'accord? Et il faut revenir, je vous assure, on a vu plus de gens que tout le monde. Moi, je n'ai pas attrapé le Covid, je ne fais pas de prophylaxie, je me lave les mains 100 fois par jour, je ne suis pas mort, et pourtant je fais partie des groupes à risque, j'ai plus de 65 ans. Voilà. Donc, et j'ai pas peur, pas une seconde. Voilà. Donc il faut arrêter, et je pense que c'est dans ces circonstances qu'effectivement, je vois maintenant des collègues qui m'insultent, enfin je ne pourrais pas imaginer, des amis d'internat, des gens que je connais depuis 35 ans, qui racontent des horreurs sur moi. Je ne comprends pas d'où ça sort, simplement parce que ce niveau de tension est devenu, on a l'impression qu'on est dans un enjeu, on revient à l'époque que j'ai connue avant 68, des chiens anticommunistes contre les salauds de capitalistes, enfin, les salauds de communisme, et cette passion à ce point-là est déraisonnable, c'est du soin, de la médecine, il faut revenir à, on s'occupe des gens, on les soigne, la passion doit être étrangère à ça. Mais il a commencé par dire que cette maladie ne serait pas plus grave qu'une grippette, et ensuite que ça ne ferait pas plus de morts qu'une trottinette. Ensuite, il a dit que jamais il n'y aura de vaccin. Ensuite, il a dit que c'était une maladie saisonnière et que d'ailleurs, à Marseille, ça était en train de disparaître. Quand on regarde point par point, l'affirmation d'Anne Roumanoff, selon laquelle cet éminent collègue, c'est le remarquable scientifique, n'a proposé que des énoncés confirmés par l'évolution, peut être critiqués. Voilà. Il y a un pays qui suit ce que aurait préconisé Robert Rednecker, c'est la Suède.
La Suède a dit il ne faut pas sacrifier les jeunes générations, il faut que l'activité continue. Et puis quand vraiment la mortalité a augmenté chez les vieux, on l'a mis sous cloche. Le résultat est qu'il y a 5 à 10 fois plus de morts par million d'habitants en Suède que dans tous les pays avoisinants, que les morts se comptent en masse dans les EHPAD et les équivalents, et que cerise sur le gâteau, évidemment, l'immunité collective n'est absolument pas atteinte, et l'économie en Suède est plus touchée que dans les pays limitrophes. S'il y a un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi ? Parce que c'est pas possible de laisser vaquer à leurs occupations la jeunesse, comme on dit, en mettant simplement les sujets fragiles sous cloche. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant en biologie ou en génétique pour démontrer que c'est tout simplement un mensonge. Oui, mais dit le Christ, votre père, c'est le diable. Il est le père du mensonge. Alors, les Français, vous les invitez à prendre en main cette question de l'alimentation. Donc la Ligue vient justement de lancer avec Yuka et Foodwatch une pétition contre les nitrites dans l'alimentation. Mais mener un combat commun avec Yuka, donc cette application, que je le dis à nos téléspectateurs, qui permet aux consommateurs d'obtenir un maximum d'informations en scannant les produits avant de les mettre dans leur caddie, n'est-ce pas ? Eh bien, la question qui se pose, vous avez peut-être entendu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui considère que y a quand même un peu d'étonnement à avoir sur cette initiative de la Ligue. On l'écoute, elle était au micro de BFM TV, c'était le 20 novembre. Je suis un peu troublée d'ailleurs que la Ligue contre le cancer, qui normalement qui s'appuie sur des données scientifiques très robustes, signe cet article. En réalité, il existe pour l'instant encore un débat scientifique sur le rôle des nitrates dans le cancer. Et le débat n'est pas tranché. Depuis 2010, il y a une suspicion, mais depuis 10 ans, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, nous dit Agnès Buzyn. Alors, je ne vais pas polémiquer avec Madame la ministre, pour laquelle j'ai une profonde considération. Mais elle polémique avec vous, quand même. Peu importe. Mais au-delà de cela, on en est venu à discuter de la privatisation de cette immense quantité de données, c'est-à-dire de connaissances sur les gens. Et vous savez, connaître presque tout sur les gens, c'est avoir un pouvoir sur ces gens. Et donc c'est incontestablement un défi à la démocratie. Vous vous rappelez de Big Brother de 1984, d'Orwell. Eh bien, aujourd'hui, Google ou d'autres ont les moyens de faire beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement ce que Big Brother essayait de faire dans l'imagination d'Orwell et dans 1984. Ça, c'est un phénomène le plus important, je crois, de l'évolution de nos sociétés. On tremble. Eh bien, chers frères, à la pensée de ceux qui, prononçant de telles paroles, comparaîtront un jour devant Dieu, de ce Dieu, notre Seigneur, qui a dit qu'on sera jugé même sur une seule parole oiseuse. Didier Raoult aime beaucoup la chloroquine. Et depuis très longtemps, depuis 10 à 15 ans, il essaie d'utiliser la chloroquine qui agit au niveau des endosomes, en modifiant le pH des endosomes. Il l'utilise pour traiter de nombreuses maladies infectieuses. Et donc, évidemment, quand le virus SARS-CoV-2 est arrivé, avec ces données que la chloroquine était active dans un modèle cellulaire, il a dit, bon, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et son devoir presque légal et évidemment éthique, était de soumettre son protocole à une recherche contrôlée. Du jour où la médecine est passée de la médecine au doigt mouillé à la médecine basée sur les preuves, la médecine a fait des progrès. Quelle que bonne soit l'intuition du très grand savant Didier Raoult, il devrait intégrer l'hypothèse improbable qu'il peut se tromper. Et il se met à remplacer les arguments de nature à convaincre les pairs par la création d'une communauté militante totalement invraisemblable, je ne sais pas pourquoi, mais très marquée à droite, mais très active, et qui a une dimension mondiale. Donc c'est à droite en France, mais c'est Bolsonaro, c'est Trump, c'est etc. C'est un phénomène qui est très intéressant sociologiquement. Et à partir de là, tout dérape. Très rapidement, moi, depuis le mois d'avril, je l'écris, je l'ai dit, je me rends compte que ce traitement ne marche pas. L'histoire de la lutte contre la Covid est totalement articulée autour de la croyance ou la non-croyance en le caractère salvateur de l'hydroxychloroquine.
Alors, je ne sais pas si le professeur Raoult est philosophe, mais il touche à des choses là essentielles, j'ai l'impression. Il nous dit, c'est dramatique d'apporter du désespoir. J'ai envie de vous dire, pas faux, c'est sûr. Et comme il le fait remarquer, il nous dit, l'effet placebo commence avec l'espoir, c'est-à-dire avec la vie. Ce qu'il vient de dire là est absolument raisonnable. C'est le bœuf à bas de l'éthique médicale. On a tous eu, hélas, autour de nous, enfin, la plupart d'entre nous, en tout cas moi, des gens qui ont été atteints d'un cancer. Bien sûr. La première chose qu'on dit à un cancéreux, même quand sa situation est grave, même quand son espérance de vie est problématique, on lui donne le moral, on lui donne de l'espoir. Parfois même, les médecins, enfin on sait tous ça, on lui raconte des histoires, parce qu'on sait que l'élément psychologique sera capital dans la guérison. Là, pour cette maladie-là, pour le Covid, on nous donne la statistique tous les jours des nouveaux cas, la plupart asymptomatiques, comme autrefois sur LCI, les cours de bourse. On nous distille de l'anxiété âgée continue. Autre chose que dit Raoult, les médecins, formidables. Moi, j'ai un respect infini pour les médecins, mais qu'on interroge aussi, ça diminuerait l'anxiété, ça donnerait de la rationalité au débat. Des démographes, des psychiatres, des éducateurs, des profs, des instituteurs qui nous disent le bien ou le mal que ça fait aux enfants de faire une rentrée scolaire où les écoles sont transformées en nurserie ou en jardin d'enfants, même quand on a 13 ans. Donc, tout ça, pardon, et je sais que je ne suis pas toujours en bonne compagnie en le défendant, paraît-il, mais moi je m'en fous, j'ai passé ma vie à être en mauvaise compagnie et à défendre ma ligne. Sur tout ça, il a raison. Et les médecins qui lui font un procès, parce que j'ai entendu ça aussi, les médecins cette espèce d'envie pénale comme ça qui dévore la société française et qui s'abat maintenant. Jusqu'à présent, c'était les politiques. Maintenant, c'est les toubibs et c'est lui. Tout ça est navrant. Faudra-t-il rendre la vaccination obligatoire? Ça, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément... Honnêtement, là, je vais pas me prononcer, c'est compliqué. C'est-à-dire que on sait très bien que ce qui est important, c'est qu'on ait un taux de couverture vaccinale supérieur à 60%. Et honnêtement, qu'il y ait une réaction de lutte contre l'autorité, parce qu'on le rend obligatoire, etc. Ou alors qu'il y ait une adhésion. Si l'adhésion donne le même résultat, eh ben on passera par l'adhésion et on ne passera pas par la vaccination obligatoire. J'ai remarqué. Vous pensez qu'on va basculer vers l'extrême droite? Ça, c'est un phénomène mondial. On va bientôt élire sans doute un président de la République fasciste au Brésil. C'est absolument terrible. Vous savez, Mouloud, moi, donc, pour des animaux humains qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, voilà, vous venez avec moi, Mouloud. On ira marcher. Ah là, voilà, absolument. Vous allez voir, vous allez aimer. Vous allez beaucoup aimer ça. Ah, mais si vous me parlez comme ça, on va marcher des heures et des heures. Vaccination obligatoire ou pas? Je crois que ce serait une mauvaise idée dans l'état où est la France. Je vous ai parlé de mon mal à la France. Dans cet état de non-réceptivité à toutes les recommandations venant des autorités, de contestation de toutes les autorités, qu'elles soient médicales, scientifiques ou bien venant de l'État, je crois que la réaction qui serait provoquée par une obligation de se faire vacciner ne permettrait pas d'atteindre le même niveau de protection qu'une persuasion par des gens persuasifs. Moi, par exemple. Bon, on sent votre émotion. Parce qu'on sent qu'on est en train de toucher au fondement même de votre mission. Et vous avez peur que cette défiance exprimée et partagée via ce film mette à mal le combat, le vôtre et ceux de tous les médecins actuellement? Il en est un symptôme. Il ne va pas modifier les choses en elles-mêmes. Mais le fait, si vous voulez, que tous les groupes les plus complotistes qui défendaient les théories les plus singulières avaient des communautés Facebook de centaines de milliers de personnes. Un de mes collègues qui a eu une position déviante, un groupe de soutien, Didier Raoult, 1 500 000 personnes, etc., etc. Ouais. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la réalité du pays dans lequel nous vivons. Je vous écoutais et je me disais, tiens, on dirait un ministre quand vous parlez du secteur hospitalier en France aujourd'hui. Ça vous intéresserait le poste de ministre? On m'en a proposé déjà et j'ai refusé. Et vous refuseriez encore aujourd'hui avec ce défi de remettre sur pied l'hôpital public? Écoutez, aujourd'hui, je suis le président de la Ligue nationale et en réalité, j'ai plus de moyens que si j'étais ministre. Donc vous restez où vous êtes? Voilà. Vous êtes mieux qu'Agnès Buzyn à votre poste aujourd'hui. Ah non, je ne vais pas dire ça. N'essayez pas de m'opposer. C'est une excellente collègue. Elle est dans mon université. Elle était dans mon université et même dans le laboratoire dont j'ai le directeur. Alors... C'est la pénurie de médicaments pour lutter contre le cancer. Comment c'est possible en France en 2020? En effet, c'est tout à fait dramatique.
Vous savez, il y a 400 000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés chaque année. Il y a 156 000 personnes qui en meurent. Mais heureusement que grâce à des médicaments, on en guérit environ 55%. Et c'est formidable et cela augmente. Grâce à des médicaments innovants, très très chers, et grâce aussi à des médicaments anciens mais très actifs, très bon marché. Et comme ils sont très bon marché, on les fait fabriquer au plus bas coût de fabrication. En Asie, souvent, il y a un seul façonnier mondial. Et quand il y a un lot de fabrication qui connaît un ennui, un pépin, tout le lot de fabrication est détruit et il y a une pénurie. Et c'est totalement dramatique. Il y a des cancers qui reprennent leur évolution. Il y a des gens qui meurent. Et je donne souvent cet exemple. Il y a notamment 2 médicaments que l'on instille dans la vessie contre des formes superficielles de cancer de la vessie. Ils sont tous les 2 en rupture de stock depuis plusieurs mois. Les cancers ont repris leur marche en avant. On a dû opérer les personnes pour enlever la vessie. Ils vont finir leur jour avec les 2 uretères à la peau et l'urine qui coule dans une poche en plastique qu'il faut changer 2 fois par jour. Alors que... mais c'est ce qu'il y a de pire dans votre job, de faire des médias? C'est ça que vous sous-entendez, Axel Kahn? C'est pas forcément, des fois on en a un peu assez. Mais à la fin de la journée, ce que je dis, c'est... Voilà, c'est fatigant, des fois c'est éprouvant, puis on prend des risques, il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que, contre quoi je me bats, c'est contre le cancer. Or, le cancer, c'est indiscutable, personne ne peut être pour le cancer. Pour qui je me bats? Je me bats pour les personnes atteintes de cancer. C'est indiscutable. Personne ne peut être contre les personnes atteintes de cancer. Et donc, c'est peut-être la première fois de ma vie à ce stade que je mène un combat totalement indiscutable. Et ça console des efforts consentis, voyez-vous. Plein de conséquences qu'on voit des gens, mais une en particulier, c'est que pour la première fois, le camp qui bombarde, le camp qui tue, le camp qui opprime, le camp qui arrête, qui fait des rafles, qui ratisse, etc., c'est le camp de la démocratie. On a connu le fascisme opprimant, on a connu le stalinisme opprimant, on a connu le colonialisme opprimant. Mais à la limite, c'est le fascisme. C'est sa nature. C'est le stalinisme, c'est sa nature. C'est le colonialisme, c'est sa nature. Nous, on est les démocrates. Et tout à coup, en notre nom, au nom de notre idéologie, au nom de ce que nous représentons, tout à coup, ça s'inverse. C'est plus nous, les gentils démocrates, des penaillés, les armes à la main qui se battons. Enfin, nous. Voyons, professeur Axel Kahn, êtes-vous prêt à vous faire vacciner aujourd'hui? La réponse est oui. Quel vaccin je suis prêt à me faire injecter? Le vaccin chinois sans aucun problème. C'est vrai? Ben oui, ce sont des virus inactivés, c'est vraiment une méthode extrêmement éprouvée, il n'y a aucun problème. L'ARN, j'ai peu d'inquiétude non plus. Les virus recombinants, il faut regarder de près, quoi. C'est tout. Voilà. Ouais, il faut être prudent, quoi. Si j'ai bien compris. Alors c'est quand même curieux parce que j'entends mon maître, l'ancien maître de thèse, qui s'est beaucoup exprimé sur mon compte de façon mensongère, mais bon, qu'importe, et qui dit des choses intéressantes. Il dit je suis pour le progrès, je suis pour aller de l'avant. Moi aussi, en fait, on partage ça, et c'est pour ça que j'ai été heureuse d'apprendre à ses côtés. Vous parlez d'Axel Kahn? Non, je parle d'Axel Kahn. D'accord. Non, mais au-delà de ça, quand vous dites qu'il y a un bouleversement... Oui, mais c'est-à-dire que lui, comme nous, en fait, on cherche d'aller de l'avant et d'aller vers le progrès. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on lui dit, voilà, il y a une nouvelle stratégie innovante de vaccin ARN messager, et qu'est-ce qu'il dit? Moi, je veux faire vacciner par la stratégie ancienne. Donc, on voit bien là qu'il y a quand même... Le progrès s'arrête avec l'innovation. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous mettre en marche forcée. Je pense pas que ce soit le fait qu'on est... Enfin, ça n'aide pas la société à devenir assez, en effet, raciste. Je veux dire, on a l'impression que pour être élu, il faut être raciste maintenant. Donc, je pense que ça, c'est un détail. C'est pas ça qui va aider certains gouvernements et certaines populations à devenir, à se replier sur la conversation, on parle de 2 choses. Vous avez raison, uniquement la recherche des origines est ancienne. Il y a quelque chose à voir avec tout de même le communautarisme, avec le sentiment que hors de sa communauté, on se met en danger. Voilà, c'est un sentiment qui est quelque chose d'important. Tout ça, évidemment, l'emmène au suicide, et un jour, il se jette du train à Mantes-la-Jolie, c'est un nom terrible pour un suicide, et il laisse une lettre pour vous sur un fauteuil d'un wagon, et qui se termine par « Sois raisonnable et humain », ce qui est le titre, comme je l'ai dit, de votre livre. Alors,
Votre livre, c'est un petit peu un bilan d'étape. Vous vous dites, est-ce que jusque-là, finalement, est-ce que j'ai été raisonnable et humain? Quel serait le jugement de mon père par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à ce que je pense, à ce que j'ai écrit? Et là, vous passez en revue tous les grands problèmes du monde. D'abord, les problèmes d'éthique, le suicide, l'euthanasie, l'hominisation. Et là, on en vient à un truc que Jean-Marie dit dans son spectacle tous les soirs, c'est-à-dire que vous dites qu'effectivement, toutes les races sont les mêmes génétiquement. On dérive tous d'un millier d'Africains qui a quitté l'Afrique il y a environ 70 000 ans. Et qui a peuplé tout le monde par le détroit de Bering et tout. Au sujet de l'hominisation, vous dites effectivement que les chimpanzés ont la même séquence génétique que l'homme. Ouais, à 1,4%. Moi, dans mon spectacle, je dis 2%. Alors, Axel, quel est le propre de l'homme? Donc, c'est toute la question. Alors, je vais vous dire, le propre de l'homme, c'est qu'il y a un primate, notre ancêtre, qui s'est mis à fabriquer des outils. Ça, c'est avantageux de fabriquer des outils pour se défendre contre l'environnement qui est hostile, comme chacun sait. Et cet outil, c'est déjà une culture. Et on sait très bien qu'au contact de la culture, on s'acculture, c'est-à-dire on développe sa capacité intellectuelle. Et l'homme avait un cerveau qui était déjà suffisamment gros pour pouvoir être impressionnable, sensible à l'ébauche de culture qu'il créait. Et donc, il est devenu un peu plus intelligent, il a créé une culture plus riche, il est devenu plus intelligent. Et à partir d'un moment donné, l'évolution de l'homme, et c'est la première fois que cela se passait sur la Terre, a cessé d'être parallèle à une évolution biologique pour devenir une évolution culturelle. Le confinement, pour protéger, il se comprenait. Il pouvait être beaucoup plus humanisé qu'il n'a été humanisé en réalité. Les moyens numériques le permettent et le permettent. On n'a pas exploré toutes les possibilités. On aurait pu beaucoup plus utiliser qu'on ne l'a fait les moyens numériques, les moyens digitaux. Je vous ai dit qu'il se passe des choses tout à fait étonnantes, avec une vieille personne qui fait un bisou sur l'écran au petit enfant. On peut le faire, il n'y a aucun problème, il faut réellement le faire. À partir... Oui, parce que ce que veut dire raisonnable, Jean, qui était un homme tout à fait passionné et amoureusement et politiquement et philosophiquement, ça n'est pas être dans le marais, être mou, être centriste uniquement. Être raisonnable, cela veut dire à toutes les étapes de la prise de décision et de sa vie, de la conduite de sa vie, faire appel à sa raison. Mais sa raison ne suffit pas. Il faut que sa raison serve à accueillir la réalité humaine des êtres. Or ça, en effet, c'est ce à quoi je m'efforce, réellement. L'animal humain est le seul, autant qu'on puisse le dire, qui est une symbolique du deuil. Le deuil signifie que, parce que l'on est une personne humaine, on est important, et la disparition de quelqu'un d'important est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête, qui mérite qu'on le symbolise, qui mérite qu'il y ait une ritualisation de ce passage, de cet événement extrêmement important. Vous avez choisi d'être et raisonnable et humain, jusqu'au bout. J'ai choisi, en tout cas, d'essayer de comprendre ce que Jean Cahn avait voulu me dire. Et effectivement, à chaque fois que je prenais une décision, et même, vous voyez, quand je vous répondais, en même temps que je vous répondais, je me demandais, qu'est-ce que papa en aurait pensé? Considérerait-il, dans la manière dont je vous réponds, que je suis et raisonnable et humain, et j'ai un doute. J'ai un doute. Il faut l'être à Paris. Cette distanciation physique qui est devenue tout à fait dramatique lorsque elle a été une distanciation au moment du deuil, et cette fois-ci terrible pour les enfants, pour ceux qui laissaient partir un proche, qui était tout de même parfois leur mère, leur père, sans pouvoir participer à cette ritualisation qui est le processus à l'occasion duquel on intègre psychiquement la mémoire et tant de souvenirs extrêmement précis, extrêmement émouvants de la personne qui s'en va. Donc là, oui, on a connu des moments d'une grande difficulté. Donc, encore une fois, il faut se calmer, il faut revenir à la raison, il faut laisser la place à la science, de la science aux scientifiques, aux gens qui font la science, praticiens de la science, la médecine aux praticiens de la médecine, d'accord, il faut se calmer, il faut ramener tout ça à un niveau de tension qui soit raisonnable, parce que je trouve que les signes que je vois associés maintenant à cet état de tension sont inquiétants. Donc c'est pas l'épidémie, moi, qui m'inquiète, c'est l'état de tension de la société qui est trop stimulé, trop inquiète. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus inquiet
pas Mathieu Trinquet, qu'il y ait des gens qui commencent à écrire qu'il faut envoyer une voiture bélier pour me tuer, que j'ai peur de mourir de Covid. Hein. Donc il faut faire attention, il ne faut pas manipuler trop la peur des gens. Il ne faut pas le faire, c'est très dangereux. Merci beaucoup. France, qu'es-tu devenue? France, ton âme est corrompue. Tu donnes l'asile et nos grands écrans à des pédocriminels et enfuis la justice quand tu le refuses. À des géants qui alertent sur les traîtres et leurs complices. Tu préfères t'obstiner à défendre des idées, répétant que l'union fait la force, que dans la simple réalité que tu es divisé jusqu'à la Corse. La France colonie américanisée ne voit plus que l'écho et la compétition. Même quand un pont vient à s'effondrer, elle se persuade que non, la faute est au camion. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. France, qu'es-tu devenu? France, ton âme est corrompue. Des milliardaires déguisés en médias te vendent Bonaparte sur un air de black sabbat. Et même si tu pleures au jaune, ton sang lui reste rouge. Tes lumières sont éteintes, ta culture s'évanouit, ta vie n'est plus un art. Même si sur tes ronds-points on survit, mais tu sais aussi que dans un coin du maquis, un noyau de résistance ne compte pas te laisser prendre. De l'Angola de Gaulle, indignité n'est pas à vendre. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter. Marches-tu sur la tête ou es-tu hypnotisé? C'est la fin de la fête, tu te dois de riposter.